T'as pas besoin d'un bac là pour ça, pour dire wow, man. Quand ton conducteur de taxi te dit d'acheter du Bitcoin, c'est là où tu vends ton Bitcoin. Mais en ce moment, ton conducteur de taxi te parle d'acheter de l'immobilier. Ils sont ouverts à partager. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Ok. Personne n'est d'accord. Secret sauce. Secret sauce. Bonjour tout le monde, on est au 10e épisode de Secret Sauce en ce moment. On a un des meilleurs invités qu'on aurait pu possiblement demander, Pasteur Asmik. Yes. Est-ce que tu veux t'introduire pour tout le monde? Oui, parfait. Alors, mon nom, c'est Asmik Jean-Jacques, père de famille, depuis plus de 32 ans, partenaire de vie. Je suis pasteur du Centre évangélique des Nations, une communauté chrétienne située à Pierrefonds. Je suis aussi directeur du Centre La Corde, qui est situé dans le quartier Clos-Verdel. Et fondateur, non? Yes, aussi plusieurs choses. Je suis aussi philanthrope et puis cofondateur d'un orphelinat en Haïti, homme d'affaires. En parlant de philanthropie, on entend plusieurs histoires sur vous. Ah oui. Des histoires qu'on peut voir dans les films. Et ce que j'ai remarqué de ces histoires, il y a beaucoup de bonté dedans. Mon ami Camille m'a juste raconté une de ces histoires. C'est que quelqu'un venait à la corde, il avait besoin d'aide. Je pense que c'était un sans-abri. Et vous l'avez juste aidé comme ça, juste par bonté. Et j'aimerais savoir d'où vient cette bonté. Batman a une histoire, Superman a une histoire, Spider-Man a une histoire. Quelle est votre origin story? Vous n'êtes pas sans savoir, moi je suis un individu avec un passé trouble. Je suis venu ici au Canada, j'avais 7 ans, et avec ma mère et mes frères, avec les difficultés que j'ai dû faire face, ma famille. Séparation familiale, divorce, abandon, pas de père à la maison et ainsi de suite. Des contextes difficiles, mais dans ces contextes difficiles, ça m'a amené à faire des choix. Moi, je dis toujours que nous sommes le produit de nos choix. Ce n'est pas des excuses, ce n'est pas des prétextes, mais... Est-ce que tu parles du produit de notre environnement? Non, moi, je crois vraiment que nous sommes le produit de nos choix. Je crois que l'environnement a un facteur. J'adore ce que tu dis. Je crois que l'environnement a un facteur, mais à la fin, nous faisons des choix. Ce que je veux dire par là, c'est que ça se peut que tu viens dans un contexte très difficile, dans un quartier violent. Dans ta jeunesse, toutes les gens autour de toi, peut-être c'était des gens qui consommaient ou des gens qui étaient affiliés, mais à la fin, peu importe cet environnement, il reste que tu vas devoir faire des choix. Il y a des gens qui viennent dans un quartier criminalité qui est très haute, mais à la fin, c'est des pères de famille, c'est des entreprises, ils ont jamais été dans les gangs, ils ont jamais consommé, et puis ainsi de suite, malgré que leur environnement était hostile. Et il y a des personnes aussi qui viennent dans un bon environnement, père de famille, maman présente, tout est bon, puis à la fin, ils dérapent, vous comprenez? Alors, à la fin, je crois que l'environnement est un facteur, mais ultimement, nous faisons des choix. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que je dis que nous sommes le produit de nos choix. Moi, je viens dans un contexte difficile, c'est vrai. Abandon du père et on peut dire situation socio-économique très difficile. Maman qui sous l'assistance sociale, essaie de faire vivre ses 4 enfants, un contexte très difficile. Mais dans ce contexte, j'ai fait des choix et j'ai commencé à emprunter des valeurs qui étaient complètement à l'opposé de mes valeurs familiales, des valeurs que ma mère nous inculquait. Alors, j'ai fait des choix et ces choix m'ont amené dans le chemin de la délinquance, de la délinquance à la criminalité, de la criminalité, on peut dire le crime organisé et ainsi de suite. Et ce qui m'a amené à une vie d'incarcération où ce que j'ai passé la majeure partie de ma vie, mon enfance en centre de réhabilitation, en centre d'accueil, ma vie de jeune adulte, prison, et ensuite pénitencier et ainsi de suite. Et puis où ce que Asmik Jean-Jacques, vers l'âge de 25 ans, écoute, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Pour moi, j'étais un individu antisocial et... 25 ans, ça veut dire genre combien d'années que
Tu étais en pénitencier. Mais comme je vous dis, moi, je parle de mon parcours, de vraiment de ma première année ma première incarcération, je pense que j'avais 12 ans. Et puis ensuite, de 12 ans à 18 ans, écoute, tu sais, c'est centre de réadaptation, centre d'accueil. Et ensuite, à l'âge adulte, on se retrouve dans le système carcéral d'adulte. Moi, j'étais au pénitencier. J'avais 19 ans, je pense 18 ans. J'avais à l'âge de 18 ans. Et pénitencier, tu sais, c'est toujours le va-et-vient, prison, relâche, et puis ainsi de suite. Puis, alors, c'est ça qui caractérise ma vie. Et j'en viens à ce moment où j'ai eu cette touchée, cette illumination, comme qu'on dit, tu te retrouves des fois dans un contexte ou dans une situation où tu dois te poser des questions, des questions très importantes, des questions existentielles, des questions que tu dois répondre. Par exemple, c'est quoi ma raison de vivre? C'est quoi l'objectif? Et qu'est-ce que je recherche? Ce vide à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui a animé cette question? Mais oui, je sais un peu. Pas que je sais un peu, je pense que c'est parce que c'est ce pasteur qui est venu me visiter en prison. Ce pasteur qui est venu me visiter en prison et je peux vous dire, cet événement m'a amené à réfléchir quand même. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu ce pasteur qui venait me voir à répétition en prison. Et pour moi, je me posais des questions, mais pourquoi il vient me voir? C'est quoi son objectif? C'est quoi sa motivation? On va me dire pourquoi il vient me voir. Et puis c'est sûr il me parlait de Dieu, mais je regardais vraiment plus loin que ses paroles. C'était quoi sa motivation? Et j'ai vraiment réalisé que, écoute, c'était l'amour de Dieu à l'intérieur de cet homme qui le poussait à faire ce qu'il faisait. Et puis c'est ça, alors je commençais à me remettre en question et l'existence de Dieu, puis c'est quoi la vision de Dieu pour ma vie. Et puis, fait que c'est ça. Et puis ça, je peux vous dire, ça a commencé quand même une démarche à l'intérieur où il y a un jour où j'ai dit, écoute, Dieu, j'ai entendu parler de toi, mais écoute, je veux vraiment te connaître d'une manière personnelle. Parce que parfois, on entend parler de quelqu'un, mais on ne connaît pas cette personne, et ainsi de suite. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je veux te connaître d'une manière personnelle. Alors, c'est comme ça que ça a commencé pour moi, je peux vous dire, ma seconde vie. Et où ce que j'ai dit, écoute, l'ancien SMIC, c'est fini. Tout ce que je savais, tout ce que je faisais, j'ai dit, je voulais plus vivre comme ça. Et puis, écoute, j'ai dit, écoute, Seigneur, je veux vivre pour toi. Alors, c'est comme ça, moi, le 18 mai 2002, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie personnelle et que j'ai décidé que j'allais lui donner ma vie et puis que j'allais vivre pour lui. Alors, c'est là que j'ai attrapé ce virus et puis that's it. Puis le pasteur qui vous a affecté. Yes, that's it. Il m'a apporté ce message et ce message d'espoir, ce message d'amour, le plan de Dieu pour ma vie. C'est insane. Puis, tu sais, le fait que tu es passé d'un extrême à l'autre extrême. Genre, en ce moment, tu es un pasteur, c'est fou ça. Puis, le truc que je me demande, c'est que c'était pendant que tu étais incarcéré que tu as changé d'idée, right? Yes. Mais si tu passes d'un environnement où tu sais, t'es le produit de ton environnement, right? Et si tout ton environnement n'est pas du tout dans cet univers-là, je sais pas comment tu as fait pour rester motivé et rester focus sur ton chemin. Ouais. Moi, je crois que c'est important d'avoir une conviction. D'avoir une conviction, parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs voies, il y a plusieurs influences, il y a plusieurs facteurs externes qui peut-être nous veulent nous déconnecter ou bien nous attirer vers certaines choses. Et moi, lorsque j'ai pris cette décision d'abandonner ma vie du passé et de suivre le plan de Dieu pour ma vie, c'était pas une opinion, c'était pas juste un simple choix. C'était ma conviction. C'est ma conviction personnelle. Et pour essayer d'imaginer une conviction, c'est que si je tiens ça, et la seule manière que
tu pourrais me faire le lâcher, il va falloir peut-être que tu dois couper le bras. Parce que ça, c'est ma conviction personnelle. On peut me dire, il n'y a personne qui va... Je ne vais pas lâcher. Alors, c'est cette conviction que moi, j'avais. That's it. Je ne veux pas vivre comme je vivais autrefois. Je veux vivre selon le plan de Dieu pour ma vie. Effectivement, lorsqu'on prend une telle décision, il y a des difficultés qui arrivent. Il y a d'autres voies, il y a des facteurs qui veulent essayer de nous faire un demi-tour. Et oui, il y en a eu, mais c'était ma conviction. Et moi, je dis aux gens, toujours, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, et peu importe ce que les gens font, ce qui est important, c'est que toi, tu fasses le bon choix. Et c'est ça, moi, j'en suis resté là, avec mon choix. Il y a eu des choses difficiles, mais c'était mon choix. Et pour ce qui s'agit de rester sur ce choix, cette conviction, c'est sûr que écoute, j'ai dû faire une séparation avec certaines choses, certaines personnes peut-être aussi, certains milieux et ainsi de suite. Alors, je me suis distancé un peu de certaines personnes. That's it. Et puis, yeah. Parce que des fois, comme je dis aux gens, ça peut être des bons amis, mais si toi, tu veux aller à Toronto et moi, je vais aller à Québec, malgré qu'on est des bons amis, je pourrais pas embarquer dans la même voiture que toi, right? Parce que c'est deux directions opposées. Alors, fait que c'est ça. Fait qu'il y a des personnes que, oui, j'ai dû me distancier. Pourquoi? Parce que leurs valeurs et mes valeurs, c'était vraiment à l'opposé. Leur vision et ma vision, ou bien même leur objectif, c'est complètement opposé. Fait que c'est ça. Fait que c'est des genres de choses qui arrivent. On dit, écoute, qui se ressemble, s'assemble. Puis parfois, c'est vrai. Parce que, écoute, t'as une vision négative de la vie. Je peux pas m'associer avec toi. Moi, je veux devenir un homme d'affaires. Toi, tu veux devenir un thug. Bam! I mean, like, on est des bons amis. On peut peut-être aller jouer au pool ensemble, mais écoute, je vais plus côtoyer des gens avec une vision de business. Alors, c'est comme ça. Alors, j'ai dû, oui, effectivement, prendre un recul avec certaines personnes. Ce que moi, j'ai vraiment trouvé fou de ton histoire. C'est pour ça que cette question, je vais la poser à toi et pas à quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde qui fait un choix de virer sa vie, même si c'est juste de comme jouer à Minecraft toute la journée, à aller en business, il y a des choses que tu dois sacrifier. Tu comprends? Mais si t'es coincé dans une prison où il n'y a que des gens qui sont dans cette mentalité-là, c'est le niveau 20 fois supérieur à la version de juste jouer à Minecraft et changer ça. Tu vois? Ça, c'est ce que toi, t'as fait. Donc, t'étais au niveau max de difficulté de faire le U-turn. Ouais. Tu vois? Et donc, tu dis que tu dois te distancer de ces personnes-là, mais si c'est tout ce que tu as autour de toi, comment est-ce que toi t'as fait? Oui, et non seulement c'est tout ça que tu as autour de toi, mais c'est juste ça que tu connais, parce que moi, c'est ça que je connais toute ma vie, c'est la délinquance, c'est le milieu que je connaissais. Et effectivement, c'est sauter dans l'inconnu. Yeah. C'est sauter dans l'inconnu. Et parfois, c'est ça. Il faut prendre ce saut. Il faut dire, écoute, moi, j'ai jamais vraiment travaillé de ma vie. J'ai jamais, je sais pas c'est quoi être un citoyen. Et moi, je connais le système carcéral très bien. Et puis ainsi de suite, la rue, je le connais. Et là, maintenant, quitter tout ce milieu pour essayer de faire un chemin dans la société. Ben oui, c'est très, 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 très difficile. Moi, c'est Dieu. Oui, ben, c'est Dieu, parce que Dieu, à la fin, te donne la force, te donne ça, mais il y a aussi cette conviction, comme j'ai expliqué. Il faut avoir cette conviction. Yes! Shout out to the big man. Mais il faut avoir cette conviction personnelle pour dire comme ça, écoute. Et puis, yeah, c'est ça qui est ça. Et comme j'ai expliqué, faire ce U-turn, c'est pas... Yeah, t'as rien à perdre. Écoute, moi, imagine que tu es dans un chemin ou tu es dans une route et cette route t'amène dans un cul-de-sac. Et puis, mais je pense que ce serait insensé de dire, écoute,
ben écoute, on continue quand même, malgré que ça va dans un cul-de-sac, malgré que je sais qu'il y a 70% que je vais mourir, malgré que je sais qu'il y a 80% que ça se peut que je finis ma vie en prison, malgré que je sais qu'il va y avoir des conséquences majeures. Mais écoute, je suis dans la voiture, fait qu'on continue. Mais non. On va rouler dans le jardin. Ben ouais, et puis on va cracher sous le mur. Mais non, à un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic pour dire, écoute, non, no way. Je fais un demi-tour. C'est pas tout le monde qui est capable de faire prendre cette décision. Mais oui, je pense que c'est la chose la plus sensée à faire pour dire, écoute, non, je peux pas continuer à vivre comme ça. Je peux pas continuer à bousiller ma vie, à bousiller la vie autour de moi, à détruire des vies. Je peux pas continuer comme ça. Je pense que c'est important parce que des fois, des U-turns peuvent littéralement augmenter ton potentiel et le chemin que tu vas. Parce que récemment, j'ai dû faire un U-turn et littéralement, ce U-turn que j'ai fait a augmenté le potentiel de la compagnie qu'on a en ce moment. Et ça va juste nous rendre beaucoup plus loin. Donc, je pense que des fois, genre, des setbacks et des U-turns, c'est vraiment important. Absolument. Ouais. Et vient faire des U-turns. La plupart aussi des gens, des hommes d'affaires, lorsqu'on pose la question, ils disent c'était quoi le point culminant de votre carrière? Des fois, ils vont dire, écoute, voici un move que j'ai fait et ce move a changé complètement la compagnie. Voici, j'ai pris une décision et cette décision, c'était vraiment un U-turn de la compagnie. J'ai décidé d'investir dans ça au lieu dans ça et puis tout a changé. Et puis, ouais, alors, je lisais un document la dernière fois qui disait comme ça qu'écoute, Facebook, les 7 premières années de la compagnie, il n'y avait aucun revenu. On parle même pas de profit. Il n'y avait aucun revenu les 7 premières années de la compagnie. Yeah. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, il est arrivé quelque chose qui a fait que, boum, la compagnie maintenant, tu sais, alors c'est ça, dans la vie, lorsqu'on prend un recul, je dis, waouh, c'est vrai, à 20 ans, j'ai pris une décision. Ça a changé complètement ma vie. À 25 ans, j'ai pris une décision. Ça a changé complètement ma vie. Alors, ça peut être, ça a changé notre vie financière, notre vie sociale, mais moi, dans mon cas, c'est tous les aspects de ma vie, mais plus important, ma vie spirituelle, ma destinée, selon le plan de Dieu, a complètement changé. Alors, c'est une décision que chaque personne doit faire, et puis c'est un bilan aussi que chaque personne doit faire dans sa vie. Mais j'ai l'impression que pour faire un U-turn, tu dois savoir qui tu es, ok? J'ai l'impression que dans cette génération, il y a très peu de gens qui savent qui ils sont. Est-ce que tu as un conseil aux gens de notre âge, de 17 à 20 ans, même plus vieux? Comment tu peux trouver qui tu es? Qu'est-ce que tu peux faire pour trouver qui tu es? Il y a tellement de distractions dans ce monde, il y a TikTok, il y a YouTube, il y a oh, je vais être comme lui, je vais être comme lui. Comment tu peux savoir, comment tu peux découvrir la personne que tu es? C'est vrai. C'est vrai, tu as raison, et c'est une très bonne question. Et moi, je crois vraiment, de manière sincère, et ça peut sembler cliché, mais je crois vraiment que la réponse à cette question se retrouve vraiment dans la Bible. Qui on est en tant qu'individu, écoute, la Bible nous dit, écoute, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. T'es pas juste un gars, t'es pas juste une fille, t'es précieux. Dieu a un plan extraordinaire pour ta vie. Et ça, c'est la première des choses. Je crois que la Bible nous dit, répond à ces questions qui nous sommes. Et aussi, Dieu aussi nous appelle aussi à découvrir aussi ça. Parce que plus qu'on grandit, ouais, t'étais pas la même personne que quand tu avais 15 ans. Right? Mais là, maintenant, aujourd'hui, tu es un jeune homme, là, tu dis, wow, je commence à découvrir qui je suis vraiment. Non, je suis comme ça, puis mes amis me disaient que j'étais comme ça, ma mère disait que j'étais comme ça, mais tu sais, je me découvre aussi. Fait que Dieu nous appelle aussi à nous découvrir. Et des fois, on fait des découvertes, mais c'est aussi d'aller dans le plan original pour dire, écoute, je pense que je suis ça, mais ta parole dit que non, je suis pas ça. Non, je suis en train de vivre selon un mode de vie qui ne correspond pas à qui je suis. Justement, c'est ça qui m'est arrivé aussi. Moi, je m'étais fait virer de ma job et moi, j'étais perdu. J'étais comme, c'est ça que je veux faire dans la vie. Et j'avais pas de job. Là, mon père m'a donné un livre
Ça s'appelle Faith in the Marketplace. C'est un pasteur, Bill Winston, qui a écrit ça. Et dans ce livre, il parlait, mais il y avait aussi des versets dans ce livre. Donc, chaque fois qu'il y avait un verset, j'allais dans la Bible et je notais dans mon livre et tout. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, j'ai commencé à comprendre que je ne suis pas n'importe qui. Que Dieu a un grand plan pour moi. Et grâce à cela, la qualité des décisions que j'ai commencé à faire a juste explosé. Et, ouais, comme... C'est sérieux, guys. Comment s'appelle le livre? Faith in the Marketplace. Faith in the Marketplace. J'ai passé à Camille aussi. OK. C'est Alright. incroyable. Donc, c'est un pasteur, justement, comme... Il raconte comment lui, il vient de la pauvreté. Et là, il a acheté un supermarché comme Fairview. En lisant un verset de la Bible, il dit, c'est Dieu qui m'a dit d'acheter ce centre commercial. Et il l'a acheté. Et vraiment lire la Bible, genre, pas juste lire, genre, analyser la Bible et genre, prendre des notes. C'est quelque chose qui va changer ta vie. Yes. Wow. Extraordinaire. Gloire à Dieu. Yes. Et puis, toi, quand tu étais sorti, comment est-ce que tu as fait? C'était quoi ta première idée de business que tu as pris? La première chose que je dis, c'est de trouver notre partenaire de vie. Notre partenaire de vie est important. Je ne dis pas comme ça veut ne pas commencer à travailler sur ton aspect financier avant que tu sois marié, mais c'est de quand même d'avoir un partenaire de vie. Avoir un partenaire de vie. Pourquoi? Parce que on a besoin de cette stabilité mentale, ce soutien émotionnel, psychologique, cet encouragement que notre partenaire de vie, notre épouse, notre femme va nous donner, right? On a besoin d'avoir ce partenaire. Et aussi d'avoir une vision. Sans vision, c'est comme, je tourne en rond. C'est quoi ma vision? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est la technologie? C'est quoi ma vision? J'ai une vision. Alors, d'avoir une vision, d'avoir un partenaire de vie. Et une des choses... Asmic Jean-Jacques, c'était quoi sa vision? C'est l'immobilier? Ma vision, oui, moi, c'est l'immobilier. Yeah. J'ai vu que, écoute, c'est un domaine que j'ai rarement vu que les gens ont perdu de l'argent. Yeah. Dans l'immobilier, l'investissement immobilier, écoute, j'ai rarement vu ça, right? Le stock market fluctue, mais c'est vrai, c'est bon. J'ai vu des gens multimillionnaires, j'ai vu d'autres domaines aussi, puis ainsi de suite, mais j'ai vu que un des business, l'immobilier, right? Alors, ça c'était c'est mon chose. C'était c'est ça qui m'a attiré. C'est justement ça qu'on veut attaquer comme marché. Yeah, fait que c'est ça. Et puis j'ai aussi appris quelque part qui dit, écoute, tu sais, il nous faut, pour avoir une stabilité financière, il faut avoir au moins 7 sources de revenus, 7 sources de revenus. Et puis aussi, alors ça c'est une des choses que j'ai appris. Et puis aussi, il faut que tu excelles au moins dans une, parce que parfois on est un peu partout, puis ainsi de suite, mais on excelle dans rien. On est dans tout, mais on excelle dans rien. Fait que you gotta master at least one aspect. Alors c'est ce que je pourrais dire là pour débuter, avoir une vision, avoir un partenaire, puis multiplier nos sources de revenus. Partenaire, multiplier nos sources de revenus. Yeah. Alors, on a eu cette conversation récemment. Il y a même ma mère qui me parlait d'acheter de l'immobilier et tout ça. Elle a dit genre on split, whatever. Puis j'ai un CELIAP, mais comme, genre, moi ce que je me dis, il y a un proverbe très connu en crypto, c'est quand ton conducteur de taxi te dit d'acheter du Bitcoin, c'est là où tu vends ton Bitcoin. Tu vois? Mais en ce moment, ton conducteur de taxi, il parle d'acheter de l'immobilier. Donc moi, je sais pas si c'est une bonne idée d'acheter de l'immobilier. Qu'est-ce que toi, moi, je suis pas d'accord avec lui. OK. Personne n'est d'accord avec Non, Il faut acheter l'immobilier. Tu sais, c'est de regarder aussi autour de nous. Regarde les hommes d'affaires. Tu sais, tu vas voir, la plupart des autres, ils ont tous des assets, un peu partout. Et ils se positionnent. Parce que lorsque tu as de l'immobilier, c'est ça, parce que ta propriété devient ta banque, right? Là, parce que ta propriété te produit de l'argent, right? Voici, c'est ma banque, ma maison, ou bien ma propriété, je m'en vais chercher de l'argent
sur ma propriété pour investir dans d'autres choses. Comme par exemple, moi, tu peux pas aller emprunter de l'argent sur ton Bitcoin et pour acheter une maison. Mais je peux aller chercher de l'argent sur ma maison pour acheter des Bitcoins, right? Fait que dans le fond, ma maison devient mon tremplin pour faire d'autres choses, right? Fait que je prends du fruit, ou bien je prends des fruits, je prends sur ma maison, ou bien sur ma propriété, et je me fais ça. Je m'achète, si c'est des montres, si c'est des œuvres d'art que tu veux. Mais écoute, je peux aller chercher 250 000 $ sur ma propriété, et puis voilà, je l'investis j'achète ça. Fait que dans le fond, tes propriétés deviennent, je peux dire, c'est elles qui subventionnent tes projets, right? Et puis, alors, c'est ce que j'ai découvert. Puis moi, c'est ça ma mentalité. C'est mes propriétés. Avec mes propriétés, ben, je vais prendre l'argent puis j'investis dans ce que je veux, d'autres choses. Mais my base, c'est mes propriétés. Vraiment, tu m'as assez bien vendu, là. For real? Ouais, parce que check, en général, ce que les gens ils disent comme il y a plein de gens qui ont fait plein d'argent avec l'immobilier, nanana. C'est comme, bro, frère, c'est quand il y a plein de gens qui font un truc, c'est ce que tu ne fais pas. Tu vois? That's simple math. Tu vois ce que je veux dire? Mais là c'est un vrai argument qui est tangible d'une utilité de l'immobilier qu'il n'y a pas dans d'autres business. Ah oui. Ben, c'est ta ton business, genre, mais comme, ça, c'est quelque chose que tu peux juste faire CTRL-C, CTRL-V. Tu vois? That's it, yeah, that's it, copy paste. Puis là, puis aussi, qu'est-ce qui arrive si tu dis, OK, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Parce que, écoute, si on regarde les 50 dernières années, qui peut me dire, écoute, qu'il a acheté une maison, je donne un exemple, qu'il a acheté une maison 100 000 $, puis qu'il va dire comme ça que, écoute, 20 ans plus tard, ma maison, elle vaut juste 25 000 $. Ouais, avant, les gens, ils vendaient, pour 3 oranges, ils avaient une duplex. Fait que, à chaque jour, ma maison prend de la valeur, right? Ma maison prend de la valeur, puis that's it. Fait que, ben oui, elle s'en va comme ça, le marché immobilier. Et je te garantis, tu vas voir, même ici au Québec, Québec devient Toronto, right? Oublie ça, là, on le voit, là. Ça va devenir de plus en plus difficile, le marché immobilier. V'là. Je parlais avec une jeune fille hier, puis elle me disait, écoute, voilà 5 ans. Elle a une opportunité d'acheter une propriété, un condo. Et, Un condo? Oui, un condo, oui. Okay. Et puis, c'était 47 000 $. Je parlais avec une jeune fille. Notre amie, on connaît, Patty. Oui. Patty? Oui, 47 000 $. Le building ou l'unité? L'unité. Okay. Ah, ok. 47 000 $. OK? Tu m'as saisi. Puis elle m'a dit, ça fait 5 ans de ça. Puis elle dit, pasteur, tu sais combien que ce condo-là se vend aujourd'hui? J'ai dit, combien? 250 000. Elle m'a dit, 300 000. Fait que là, on calcule en 5 ans. Où elle a acheté? Elle a acheté ça où? Non, elle l'a pas acheté. Ok, Elle a eu cette opportunité, puis elle a réfléchi, mais tu sais, puis puis elle a dit qu'elle l'a pas acheté. Elle l'a pas acheté, et puis c'était 47 000 $. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est 300 000 $. Ça veut dire quoi? C'est 250 000 $ en 5 ans, là. C'est un quart de million. Right? Là, tu dis, waouh, si j'avais acheté ça. Là, maintenant, j'aurais pu maintenant avoir de l'équité sur ma maison. Right? Peut-être qu'elle aurait déjà fini de le payer, 47 000 $ en 5 ans. Peut-être là, maintenant, elle aurait eu peut-être 250, on va dire minimum 250 000 $ d'équité sur sa maison. Right? Elle aurait pu aller chercher 70% en argent cash sur cette propriété, 70% de 250 000 $, on se comprend bien que c'est presque 200 000 $, n'est-ce pas? Elle aurait pu avoir 200 000 $, puis elle a dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, j'investis 100 000 dans ça, un autre 50 000 dans ça, et puis, that's it, right? Très facilement. Et puis là, maintenant, boum. Puis là, tu as un parc immobilier et tu as 50 portes, tu as 100 portes, et puis tes propriétés se payent toutes seules. Et puis là, tu t'assis, et puis tu regardes tes arbres pousser, et puis ainsi de suite. Puis là, tu recommences, puis bon, je vais chercher de l'argent sur ça, puis tu achètes ça, puis that's it, that's all. Puis là, à un moment donné, tu décides que, écoute, je veux m'acheter, je sais pas, tu peux décider que tu veux t'acheter un Starbucks si tu veux, right? Et puis, mais c'est ça, c'est d'utiliser les propriétés pour d'autres projets. Yeah. Et puis, c'est ça qui finance tes projets. Ça va faire un très bon short, ce que tu veux.
financer. Peu importe si t'es dans la crypto ou bien tu veux aller dans le service, tu veux t'acheter des Tim Hortons, par exemple, et puis parce que si on regarde aujourd'hui les Tim Hortons, il y en a un peu partout, puis ainsi de suite, puis tu veux t'investir dans le transport. Mais écoute, j'utilise mes propriétés pour financer mes projets. Ça, c'est insane. Si on va dans le mécanisme interne de ton fonctionnement dans l'immobilier, genre, quel type de propriété que Jean-Jacques achète? Mais moi, je suis un peu dans tout. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis un peu dans tout. Moi, c'est les revenus que je regarde. Je suis pas en train de magasiner pour une femme. Fait une fois qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle, c'est pas ça qui me dérange. La propriété, je veux savoir qu'est-ce qu'elle peut rapporter. C'est quoi les revenus potentiels bruts. Okay. Et puis voilà, fait que c'est ça que je regarde. C'est revenus potentiels bruts. Et puis, il y a certains facteurs aussi, je regarde. Mais, qu'une propriété vaut 600 000 $, moi, je veux savoir c'est quoi le revenu potentiel. C'est-à-dire que ce soit duplex, triplex, quadriplex. Je veux savoir c'est quoi le revenu. Est-ce qu'elle se paye? Ou bien est-ce que je dois mettre de l'argent dans mes poches? Non, je veux pas mettre de l'argent dans mes poches. Je veux qu'elle se paye. Et puis voilà, that's it, that's all. Puis moi, je suis là, puis je la regarde. Et puis that's it, c'est quelqu'un d'autre qui le paye pour moi. Et puis voilà. C'est ça qui est important. C'est quoi les facteurs que tu analyses quand tu fais ça? Les loyers, très important. Yeah. Les loyers, et puis aussi pour voir aussi le marché alentour. Parce que si on regarde en moyenne, une propriété prend peut-être en 3 à 5% de valeur par année. Ça qui équivaut à peu près entre 30 et 50 000 $ par année. Fait que si tu regardes une propriété, je vois qu'elle prend à peu près 50 000 $ par année, 3 à 5%, comme je dis. 3 à 5% par année, c'est quand même, c'est bon. 10% aussi, 10% c'est super. Ce qui veut dire, on parle de 50 000 $ par année, là, c'est bon. Fait que c'est des facteurs qui m'amènent à ce que j'achète, ce que j'achète pas. Jeune, genre, de notre âge, 20 ans, 19, pour investir en immobilier. Surtout à Montréal, c'est extrêmement compétitif. Ouais. Au Québec aussi. Genre, ouais. C'est encore la question. Ouais. T'attends un peu ou genre? Mais parce que vous savez, il y a c'est le terme jeune. N'est-ce pas ce terme-là t'intimider? Il n'y a pas de jeune, il n'y a pas de vieux. C'est quelqu'un, moi je dis toujours, c'est mature. Quelqu'un peut-être qui a une maturité. Parce que, tu sais, ça se peut que tu as 20 ans, mais tu as une maturité puis la personne de 30 ans n'a pas ta maturité. Right? Et fait que c'est vraiment maturité. Et puis aussi, te positionner. Il y a des gens qui se positionnent, ils commencent à se positionner à l'âge de 25 ans. Et je connais des gens, écoute, ils ont 17 ans, puis ils commencent déjà à se positionner. Fait que à 20 ans, ils sont prêts. Right? Parce qu'ils ont le concept, OK, mon crédit, mes économies, mon taux d'endettement. Fait qu'ils se positionnent depuis qu'ils ont 16, 17 ans. Puis ils s'enlignent. Fait qu'à 20 ans, ils sont prêts. Écoute, il a commencé, puis là, il y a un petit 15 000 $, sa copine, un petit 10 000. Puis là, il dit, OK, you know what, chérie, voici qu'est-ce qu'on va faire. On prend notre 25 000, on fait ça. Fait qu'il se positionne, hein? Puis il y a des gens, écoute, ils ont 30 ans, puis ils sont pas encore prêts, là. C'est là qu'ils disent, OK, là, je suis prêt. Mais t'as 30 ans. Puis lui, il a 17 ans, mais right? Il se positionne. Il commence déjà à avoir ce mindset. Fait que c'est te positionner, commencer à positionner pour ces genres de moves. Ça, c'est intéressant, ça. Nous, justement, une affaire que je dis à beaucoup de gens, comme pour devenir riche, je pense, sincèrement, c'est la technologie qu'il faut y aller. Par exemple, nous, notre compagnie, c'est une compagnie de technologie. On crée des logiciels d'intelligence artificielle qui cherchent automatiquement des appartements pour les gens. Wow. Et justement, c'est ça que quelqu'un me dit, comment devenir riche comme via technologie? Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de ça. On s'en va dans cette direction. Puis quelqu'un qui nie, mais écoute, 5 ans plus tard, dans 10 ans, va regretter la technologie, surtout les jeunes, vous maîtrisez ça et d'une manière extraordinaire. Fait que effectivement, la technologie, il y a beaucoup d'argent à faire. Lorsque tu vois Elon Musk investir dans quelque chose, suis-le. Right? Lorsque tu vois Bezos investir dans quelque chose... Dans l'interview des pères encore, c'était le plus long que j'ai trouvé, qui parlait de plus de choses. Insane.
regarde-le, mais après celui-là pour le watch time. Yes. So, dans la vidéo, tu dis, pour briser le cycle de la pauvreté, il faut l'éducation. Yes. Par où, toi, tu as eu l'éducation et comment est-ce que toi, tu éduques les autres gens? Qu'est-ce que That's tu leur it. donnes comme tips pratiques? Ouais. Et quand je dis éducation, il faut vraiment faire la différence avec académique et éducation. Comme, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas nécessairement l'école. Right? C'est pas nécessairement l'école. Il y a des personnes qui vont dire, écoute, moi, l'école, l'université, c'est pas mon fort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, tu veux devenir ingénieur, tu veux devenir médecin, tu veux devenir avocat. Tu sais, il y a certains métiers, you know what, t'as besoin des études. Right? Mais il y a d'autres choses, c'est pas l'école, c'est pas l'université, c'est pas le cégep, mais il faut de la connaissance, l'éducation, être instruit, avoir de la connaissance sur un domaine, right? Et il y a des personnes, vous allez voir des hommes d'affaires extraordinaires, et tu leur dis, mais comment tu es devenu millionnaire? Et tu vas voir que, écoute, son bac, son doctorat n'a rien à rapport avec qu'est-ce qu'il a fait. C'est ses relations, ses contacts, son networking, son mindset, sa discipline l'a amené là, right? Alors, moi, j'encourage les gens à avoir de la connaissance, à être éduqués sur, comme de la crypto. Tu sais, tu vas pas aller à l'université pour t'enseigner ça. Tu sais, c'est vraiment des séminaires. Peut-être que tu vas faire des conférences, va dans des conférences, instruis-toi, l'immobilier. Yeah, man, you know. Et puis, si t'as pas besoin d'un bac là pour ça, tu te dis, wow, man, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est ça, j'ai acquéri de la connaissance. Et puis, ainsi de suite. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Tu sais, il faut que tu sois éduqué. Et puis, faut pas que tu sois ignorant dans un domaine. Il faut que tu aies de la connaissance. Ouais. Alors, Moi, une chose qui m'avait choqué, il y avait un de nos amis, à 18 ans, il avait acheté un triplex et il faisait environ des dizaines de milliers par mois. Il avait le même âge que nous. Yeah. Jade, on l'a interviewé. Je me demandais comment c'est possible. Et ce qu'il faisait, il achetait des cours sur comment vendre en ligne. Yeah. Il a énormément investi sur son éducation. Yeah. Et depuis qu'on l'a interviewé, c'est là que je suis revenu à l'école. Je suis comme, OK, je vais apprendre à coder. Et j'ai compris que genre, la clé, c'est vraiment l'éducation. Yeah. La connaissance, OK? Je dois mettre dans mon sac à dos. I want to learn. Puis quand tu rencontres des gens, puis je vous dis, guys, ayez des conversations avec des gens. Quand tu rencontres quelqu'un, demande-lui. Tu sais, on voit ça dans des vidéos. Hey, what do you do for a living? Tu sais, dis-moi qu'est-ce que tu fais. OK, bon, puis, tu sais, OK, bon, est-ce que ça te dérange que je prenne des notes? Qu'est-ce que tu fais? Parle-moi de ton entreprise. Puis les gens, ils sont ouverts à partager avec ça. Yeah. Hey, voici qu'est-ce que j'ai fait. Hey, ce serait quoi les meilleurs, c'est quoi l'erreur que tu as fait? Parce que souvent, on veut apprendre des succès des gens. On veut savoir qu'est-ce que tu as fait pour réussir. Mais tu dois aussi leur poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché? C'est littéralement la question que j'ai ici. Ouais. Qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas marché? Oui, et souvent on apprend plus de nos échecs que des réussites des gens. Ben oui. Tu sais, pour dire, OK, voici ce que j'ai fait, j'ai investi dans ça, puis c'était trop tôt, j'étais trop émotionnel dans ça, j'aurais dû attendre. Tu sais, puis là, tu dis, oh man, je savais pas ça. Fait que il faut aussi poser des questions aux gens. Hein, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Et on apprend de ça, hein? Apprendre des échecs. Qu'est-ce que toi, tu as fait qui n'a pas marché? Un des échecs que je veux dire, je veux pas dire ma vie de jeune adulte, c'est un échec, mais j'ai laissé souvent dans mes échecs mes émotions dicter mes actions. Right? La Bible dit encore une fois, elle a dit un homme qui n'est pas maître de ses émotions est comme une ville sans murailles. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? Parce qu'à l'époque, une ville sans murailles, c'était quoi? C'était une ville qui était très vulnérable. Right? Puis lorsque tu laisses tes émotions te contrôler, tu deviens très vulnérable. Parce que tu prends des décisions émotionnelles. Alors, tout le monde le fait. Tu as peur. Tu prends des émotions parce que tu as peur. Tu prends des décisions parce que tu es content. Non. Mes décisions ne sont pas connectées à mes émotions. Voici, je veux être rationnel et je veux être... c'est stratégique et that's it. Alors, mes échecs, c'est souvent... c'est laisser mes émotions. On a investi émotionnel, right, man? C'était le hype. Right? No, don't believe the hype. Don't follow the hype. Follow the plan. Right? Est-ce que maintenant, c'est quelque chose que genre, tu as enlevé tes émotions dans Yeah. le business? Yep. That's it. C'est pas émotionnel. Comment Non. tu as fait pour enlever ça?
Mais je suis de nature quelqu'un un peu militaire et puis voilà, c'est l'objectif, la vision, puis that's it, mécanisme, puis je suis focusé comme ça. Mais yeah, focus, puis pas d'émotion. Je prends pas des décisions parce que j'ai peur. Je prends pas des décisions parce que je suis excité. Non, I follow the plan. Comment soutiens-tu la corde économiquement? À tous les matins, il y a des enfants qui viennent et qui mangent. Yes. C'est pas gratuit de nourrir des enfants. Yes. Alors, effectivement, on a des partenaires financiers. S'il y a des gens qui veulent donner, qui veulent faire un don, que ce soit $10, que ce soit $20, que ce soit $30, essayez de vous contribuer dans le développement des enfants du quartier Cloverdale. Alors, yes, je vous invite à faire un don. Regardez-nous, Google, La Corde, Jeunesse sans limite. Et puis, yeah, vous pouvez faire ça. Et ça se peut encore une fois, tu dis, écoute, financièrement, je suis pas correct, mais écoute, tu peux donner ton temps. Ça se peut aussi, tu dis, écoute, j'ai pas le temps. Écoute, tu peux cuisiner un repas ici. Tu peux amener des collations ici, des biscuits, des muffins, Timbits. Alors, il y a plusieurs façons qu'on peut contribuer dans la corde. Le quote qui t'a le plus marqué? Le quote, un des quotes qui m'a plus marqué, c'est Dr. Miles Monroe. Dr. Miles Monroe, Dr. Miles Monroe, il a dit one of the greatest tragedy in life. The greatest tragedy in life is not to die, but is to live without a purpose. Alors, une des plus grandes tragédies, ce n'est pas de mourir, mais c'est de vivre sans raison. C'est de vivre without a purpose. Et c'est ça, il faut dire, what's my purpose? C'est quoi ma vision? C'est quoi ma mission? C'est quoi mon objectif dans la vie? Et c'est de découvrir ça. Tu as un article de TVA sur toi qui dit ce quote. Yeah, good. It's a fact. Déjà, merci infiniment à Pasteur Asmic Jean-Jacques d'avoir bien voulu être l'invité dans cette vidéo. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.